Les utilisateurs, aujourd'hui, ils font plus des recherches. Tu veux pas trouver une information, tu veux effectuer une opération. Avant, j'avais tout le temps 10-12% de croissance, sauf que là, ça s'est contracté. Et ce qu'on veut, c'est plus de la croissance, c'est de la rentabilité. Ouais. Et donc tu te dis, faut que tu assures tes appuis. Et pour assurer tes appuis, il faut de l'agilité et de la rentabilité. Ouais. Voilà, l'enjeu de la fidélisation pour moi va être essentiel parce que l'acquisition aujourd'hui va être chamboulée sur pas mal de sujets. Si demain t'es pas présent sur TikTok Shop ni sur ChatGPT, en fait ça se trouve tu rates 50% de ton chiffre d'affaires. Je pense que TikTok peut être le nouvel Amazon sur les années à venir. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode du studio Roadcast by iConsilio. On est actuellement sur la route et direction Caen. On va à Caen pour aller interviewer Nicolas Chevalier de E-Commerce Nation, qui est un média à destination des e-commerçants. Donc justement, on va l'interviewer sur les nouvelles tendances 2025-2026 du e-commerce. C'est ça, tout à fait. Donc Nicolas qui va réaliser le premier épisode du studio Roadcast by iConsilio. Donc on va peut-être expliquer le concept. Le concept en quelques mots. C'est ça pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous découvrent à travers cette première vidéo. Donc Roadcast Studio en quelques mots, c'est un van qui est intégralement aménagé dans lequel on va tourner des podcasts de professionnels de la relation client, du marketing, afin de produire du contenu de qualité et pouvoir vous éclairer sur les tendances du marketing et du digital. Super, donc là actuellement comme je vous disais on est sur la route, direction Caen à la rencontre de Nicolas et on vous reprend directement sur place. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour enregistrer le premier épisode de Roadcast Studio. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui. On va parler ensemble de e-commerce, des nouvelles tendances de 2025-2026. Donc on va essayer de regarder ça ensemble, d'analyser la situation. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter à nous en dire un peu plus sur toi et sur l'entreprise que tu as cofondée? Merci Guillaume pour l'invitation, c'est avec grand plaisir que je lance cette série de podcasts vraiment atypiques puisque le studio est dans un van, donc c'est vraiment canon comme concept. Donc moi je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-Commerce Nation. On est un média dédié à la vente en ligne et au retail. Donc on va couvrir de nombreuses thématiques, pas mal de sujets sur l'IA en ce moment, mais pas seulement. Ça peut être les places de marché, les fiches produits, l'optimisation du service client, de la logistique. Et donc sur notre site, on retrouve énormément de ressources, des webinaires, des livres blancs, des infographies, des articles, pour aider l'ensemble de l'écosystème à faire évoluer son business. Ok, c'est super. Donc l'e-commerce, c'est un vrai sujet actuellement. On se pose beaucoup de questions. Donc est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de l'e-commerce aujourd'hui et demain? Est-ce que tu veux qu'on commence par un sujet particulier? Ouais, écoute, déjà te donner un peu un état des lieux du e-commerce actuel, on peut déjà faire ça. À savoir que le e-commerce a fortement évolué sur cette les 10 dernières années. C'est à peu près 10 à 12% de croissance par an. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90, qui arrivait à maturité un peu les années 2000. Oui. Et donc, c'est tout récent parce que c'est une vingtaine d'années, tu vois, le e-commerce. Et donc, ça a continué de croître parce que on intègre beaucoup plus de digital dans les parcours, de par les smartphones, de par les nouvelles technologies et le fait qu'il y ait plus d'internautes, parce qu'aussi l'émergence d'Internet a permis ça. Donc ça, c'est pour donner un petit peu de contexte. Ça a énormément évolué. Covid, avec le confinement, tout le monde s'est redirigé vers la vente en ligne. Bien sûr. Donc là, ça a explosé. On a eu des taux de croissance beaucoup plus forts. Ouais. Et puis, post-Covid, retour aux boutiques, gros ralentissement du e-commerce, alors que tout le monde se disait, ça va forcer toutes les marques, toutes les entreprises à prendre le virage du digital. Ouais. Ça va forcer tous les Français à s'habituer au e-commerce et donc ils vont prendre des nouvelles habitudes. Et en fait, on voit un ralentissement parce qu'il y a aussi des enjeux macroéconomiques qui ont impacté la consommation et beaucoup d'entreprises
qui ont reporté aussi leur charge sociale, leur dette sur cet aspect Covid. Donc, on voit une contraction du e-commerce post-Covid qui a entraîné un ralentissement sur l'année 2024. Voilà, les chiffres de la FEVAD, on est autour de 9%, il me semble, de croissance annuelle, là où ils ont intégré beaucoup de services. Ce qui a été moteur pour afficher une telle croissance, c'est notamment le retour du tourisme en ligne, de l'aspect culturel, divertissement en ligne, qui vient tirer une croissance plus forte. Sur les produits, je crois qu'on est autour de 6% de croissance. Donc, alors que par le passé, la FEVAD analysait surtout la croissance des produits. On est plutôt autour de 10-12% sur de la croissance produit. C'est des chiffres que tu donnes pour la France ou pour l'Europe? Pour la France. Ouais, pour la France, ok. Ouais. Donc on est focus France et francophone, quoi, finalement. Exactement. Pour donner un peu un ordre d'idée aussi sur les pays européens, on voit que notamment il y a eu ce ralentissement sur 2024 pour l'ensemble des pays, parce que le Covid, au final, il était international. Donc ce retour à la normale, contraction macroéconomique. Et là, sur le début d'année 2025, on a des études, notamment, je crois que c'en est une de Nielsen IQ, qui montre qu'il y a des secteurs qui sont encore au ralenti. On parle de la high-tech, du sport, de la mode. C'est des secteurs qui connaissent une vraie révolution. Si on prend la mode, notamment la seconde main, avec l'émergence de plateformes comme Vinted, des plateformes chinoises qui concurrencent énormément les acteurs de la mode historique, et sur la high-tech, le reconditionnement. Donc on voit que de par l'enjeu économique pour les consommateurs et les nouvelles tendances d'avoir des marques beaucoup plus responsables sur le plan environnemental, il y a des filières qui doivent se réinventer. Donc il y a des filières qui doivent se réinventer, et il y en a d'autres qui fonctionnent extrêmement bien. On voit tout ce qui est beauté notamment, qui fonctionne très bien avec des nouvelles plateformes comme TikTok. Donc on voit un paysage e-commerce en pleine mutation, des filières qui doivent se réinventer et réinventer leur modèle économique, et d'autres filières qui trouvent des nouveaux leviers de croissance. On voit quand même que l'économie a été assez touchée par les nouvelles élections, par exemple, au-delà de l'Atlantique, ou alors même par les guerres, etc. Donc le e-commerce a été aussi impacté par ces événements-là, selon toi? Exactement. Pour toutes les entreprises, pas seulement dans l'e-commerce, quand il y a de l'instabilité sur le plan politique, ou des gros changements, ou des périodes de guerre, ça pousse à l'immobilisme. Donc déjà, il y a un peu cette tension-là qu'on constate. C'est difficile de lire les dynamiques politique. En France, il y a eu la dissolution aussi, donc ça a pas aidé, même si les JO ont tiré certains secteurs vers le haut, mais ça crée de l'instabilité. Les prochaines élections en France, pareil, on sait pas trop ce que ça va donner. Trump, il envoie des messages très contrastés, et donc les États-Unis, qui étaient extrêmement ouvertes, ont tendance à se refermer. Donc c'est un impact sur les investissements dans le e-commerce, ça a un impact pour les e-commerçants. Ils disent avant j'avais tout le temps 10-12% de croissance, donc faire des investissements, de me développer, c'était simple parce que je surfais sur une vague du marché, et donc c'était simple de développer mon entreprise. Sauf que là, ça s'est contracté, et ce qu'on veut, c'est plus de la croissance, c'est de la rentabilité. Parce que de prendre des risques, de me déséquilibrer, le pari, il est trop fort dans un contexte, comme tu l'as dit, au niveau géopolitique, il est incertain, et au niveau technologique, il est en train d'être révolutionné. Ah oui, Donc en fait, t'es un peu sur plusieurs plaques comme ça, qui bougent toutes en même temps, et donc tu te dis, faut que tu assures tes appuis, et pour assurer tes appuis, il faut de l'agilité et de la rentabilité. Mais je suis totalement d'accord avec toi, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a donc là tu as fait le constat jusqu'à 2024, 2025, donc contraction également. Selon toi, là, quels vont être les prochains défis du e-commerce, notamment au niveau de l'innovation, au niveau de l'évolution du marché? Comment est-ce qu'ils vont devoir justement être agiles et s'adapter, même par rapport aux nouvelles technologies finalement? Alors c'est une très bonne question.
il va falloir se centrer sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur d'une entreprise? Je suis un commerçant en France, ça va être d'avoir des produits de qualité qui vont peut-être avoir des indices de réparabilité. Donc voilà, on sait que beaucoup de produits proviennent notamment de la Chine, de l'Asie. Et donc, l'une des forces en Europe, c'est peut-être de créer de la valeur sur un produit qui peut être réparé 3-4 fois. Et donc, d'un produit, tu peux le vendre 3-4 fois et créer beaucoup plus de valeur. Donc ça, c'est intéressant. Et ça te demande de réinventer, par exemple, ta chaîne logistique. Parce que quand on te renvoie le produit, faut pouvoir le réparer et après le remettre en ligne. Donc voilà, il y a cette capacité un peu de se réinventer. Il y a des acteurs typiquement comme Decathlon qui ont déjà réfléchi à ça. Ou même des nouveaux modèles pour pallier à la surconsommation. Decathlon, ils ont essayé en Belgique une application où tu as un abonnement où tu peux louer du matériel. Tu payes 5 € par mois et tu peux louer 3 objets tous les mois. Et donc, voilà, il y a des nouveaux usages pour répondre aux enjeux environnementaux et pour être en mobilité par rapport à ce qu'on va demain. Donc, c'est ça, c'est de se questionner un peu sur quelle est la valeur ajoutée avec ces nouvelles valeurs sur mon marché et revenir là où j'apporte de la vraie valeur aux utilisateurs. Et donc, c'est produits de qualité, ça peut être du made in France, ça peut être des choses très travaillées. Et dans le service, d'augmenter la durée de vie des produits, avoir un focus beaucoup plus sur le client, sur l'accompagnement. Le conseil client, je pense qu'il va avoir encore plus de valeur. Donc, voilà, l'enjeu de la fidélisation, pour moi, va être essentiel parce que l'acquisition, aujourd'hui, va être chamboulée sur pas mal de sujets. Donc, ceux qui vont vraiment capitaliser sur leur base de données, sur leurs clients, avoir un lien très fort avec leur base client, je pense qu'ils vont être beaucoup plus résilients. Et après, ce qui est projeté dans l'ensemble des projections, c'est que pour l'année 2026, le marché devrait repartir de l'avant. Ok. Alors on l'espère en tout cas. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive. Je vois qu'aujourd'hui tu peux faire même des recherches, tu peux trouver des produits directement via des agents conversationnels. Comment est-ce que demain le e-commerce vont trouver des leviers pour s'adapter à ces nouveaux modes de recherche? Oui, alors je pense qu'il faut... Aujourd'hui, ça paraît assez révolutionnaire, mais au final, ça s'apparente à un Google dopé à l'intelligence artificielle, en fait. Donc, sur Google, il fallait lui donner à manger pour qu'il puisse comprendre les informations et les réarticuler auprès de l'utilisateur. Je pense que les agents conversationnels vont avoir la même logique, parce que ce qui va se poser rapidement, c'est le modèle économique de ces acteurs-là. Donc je pense que tu auras une capacité peut-être de faire de la publicité sur ces plateformes-là, de fournir du contenu qui soit compréhensible par ces plateformes-là. Donc voilà, je pense que déjà actuellement, c'est d'observer. On voit beaucoup de professionnels et d'e-commerçants qui analysent quels sont les résultats qui ressortent sur leur plateforme. Donc voilà, j'ai déjà une fiche produit qui ressort dans le ChatGPT. Ah, pourquoi elle ressort ? Est-ce qu'elle est plus complète? Est-ce qu'elle a plus de contenu? C'est de comprendre déjà, d'avoir une certaine sensibilité pour développer et saisir l'opportunité qu'il y a sur ces nouveaux acteurs. Donc voilà, moi ce que je préconise dans tout ce qu'on voit sur ces nouvelles technologies, c'est de tester, c'est de faire preuve d'agilité là-dessus, de curiosité pour être prêt à faire la transition s'il y a besoin, parce que ce qu'il faut surtout pas, c'est rater le train, et ça paraît compliqué aujourd'hui d'investir trop d'énergie là-dessus. C'est de revenir à une offre essentielle, ce qu'on voit sur beaucoup d'e-commerçants sur l'année 2024. Certains e-commerçants ont réduit leur catalogue produit pour se focaliser uniquement sur les produits à forte rentabilité. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui la grille de lecture d'un e-commerçant, d'un retailer, c'est de dire ok, je pilote beaucoup plus mon catalogue sur de la rentabilité. Je vais me questionner sur les nouvelles méthodes d'acquisition en faisant des petits tests, en itérant et en voyant comment ça se développe. Merci à toi pour cette réponse très intéressante sur l'intelligence artificielle. Maintenant, on aurait bien aimé qu'on puisse parler de 2025-2026, si tu as des tendances à nous donner ou même des conseils pour les e-commerçants. Oui, alors sur les tendances 2025-2026, on voit qu'il y a
des nouveaux leviers d'acquisition Oui. qui ont émergé. Donc voilà, déjà cette tendance-là. Se tenir au courant de l'ensemble des plateformes. On parle beaucoup de ChatGPT parce que c'était la première plateforme, mais il y a l'émergence de Gemini, Oui. Google qui a fait des nouvelles annonces avec une plateforme qui est beaucoup plus efficace maintenant. Donc je pense qu'il va falloir observer ça de très près parce que Google était un peu en réaction. Ils ont vu qu'il y a un agent conversationnel qui prend énormément de place comme ChatGPT. Donc ils se sont dit, ok, faut qu'on se révolutionne de l'intérieur à travers un nouveau système. Donc premier élément, tendance, c'est regarder l'évolution de Google. Ouais. Ça, élément clé. Okay. Deuxième élément, TikTok. TikTok, c'est une révolution réelle. L'ensemble des experts s'accordent sur le fait que ça va être une place de marché. C'est déjà une place de marché. Mais on l'aperçoit pas comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui se disent, ok, c'est un réseau social pour les plus jeunes. Et donc, voilà, ça reste sur une cible très spécifique. Mais pas du tout. Maintenant, on voit énormément de contenu B2B se développer dessus. Et donc, je pense que TikTok peut être le nouvel Amazon sur les années à venir. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Côté un peu Amazon, e-commerce, place, c'est une marketplace, quoi, finalement. Mais si tu te poses la question, quelle est la meilleure méthode pour découvrir un produit, c'est la vidéo. Et si tu peux avoir un témoignage client et que ça soit le créateur de contenu que tu suis qui te fait découvrir le produit, c'est encore mieux. Ouais, c'est clair. Donc en fait, tu inverses tout ça et donc ta fiche produit, c'est ta vidéo et après, tu as l'acte d'achat. Plutôt que d'avoir une fiche produit où en fait ça sera un peu le descriptif, un peu le mode d'emploi, quand figé comme dans la bouteille que tu as dans ton package, tu le reçois et tu as la notice et le mode d'emploi du produit. On dirait mais avant on lisait tout ça. Ah maintenant on s'embêtait à lire et là maintenant la vidéo, c'est vrai que c'est des contenus qui est beaucoup. Alors on a l'habitude aujourd'hui de regarder du contenu énormément vidéo. Exactement, et ça traduit une maturité sur ce qu'on appelle le social commerce. Les précédentes années, on en parlait énormément. Des plateformes comme Meta avec Facebook, Instagram, ils avaient essayé de faire Facebook Shop, Instagram Shopping. Ils avaient fait des onglets, ils les ont retirés au bout de quelques mois parce que ça fonctionnait pas. Donc il y avait cette vision-là, mais il n'y avait pas les interfaces possibles pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça fonctionne parce que TikTok a trouvé la méthode, parce qu'il y a du live shopping, parce qu'il y a des créateurs de contenu qui sont mobilisés. Et je pense aussi YouTube se développe par rapport à ça. Twitch se développe par rapport à ça, parce qu'on a du live shopping en mode télé-shopping qui est ultra réactif et qui permet de mobiliser une communauté, de convertir et d'avoir un tunnel de conversion. Donc ça, c'est une vision, c'est de se dire, en fait, dans le e-commerce qu'on va avoir en 2026, l'équation reste la même, mais les variables changent. L'acquisition, avant tu faisais à travers Google. Alors demain ce sera peut-être Google Gemini ou ChatGPT pour te générer du trafic. Donc là, est-ce que t'as pris le train en marche pour ça? Derrière, sur la conversion, peut-être que ça va être Gemini où tu vas lui dire buy for me, donc avec leur bouton où Google peut passer l'acte d'achat, ou tu vas acheter directement sur TikTok sans aller sur la boutique. Et derrière, la fidélisation, tu vas le faire par des canaux sociaux. Donc à travers de la vidéo, tes plateformes sociales, il y aura peut-être encore du mailing, mais encore, je suis pas sûr, donc ça faudra le questionner. Mais du coup, voilà, t'as une équation qui reste similaire, mais des leviers qui sont extrêmement différents. Et donc, ce que t'as intérêt à avoir, c'est une plateforme technique qui s'interface très bien avec ces nouvelles plateformes, avec du TikTok, avec du YouTube, avec du Gemini ou du ChatGPT. Ça sera la clé. Il y a vraiment la menace dans tout ça, je pense que c'est que on peut avoir le trafic qui est un peu déplacé finalement, parce qu'aujourd'hui le trafic il est vraiment sur les sites internet. Aujourd'hui, si tu dis qu'on va pouvoir faire l'acte d'achat directement par Gemini, GPT ou d'autres agents IA, tu vas avoir vraiment une vraie baisse de trafic sur les sites e-commerce. Et la question, on m'avait posé la question avec Charles dans notre journal du e-commerce, on l'a évoqué en partie. Il me posait la question de cet aspect de moteur de recherche. En fait, moteur de recherche, c'est du passé. Parce que j'avoue, parce qu'en fait, les utilisateurs aujourd'hui, ils font plus des recherches. Tu veux pas trouver une information, tu veux effectuer une opération. Et donc là, ça change tout, parce que aujourd'hui, la plupart des gens, oui, ils recherchent un peu sur ChatGPT, ils posent des questions. Mais en fait, ChatGPT est capable de faire l'action d'après de ta recherche. Donc pour moi, c'est un moteur d'opération
plus qu'un moteur de recherche. Et donc, un moteur d'opération, la recherche, ça implique du trafic. Mais le moteur d'opération, ça se trouve, il zappe l'étape trafic. Ouais. Parce que si tu demandes à ChatGPT d'acheter pour toi le produit ou de dire, ok, j'ai envie de réserver un billet de train ce week-end pour aller en Bretagne, et il est capable de le faire pour toi, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, les e-commerçants vont... Donc, une diminution du trafic, ils vont aussi avoir du mal à gérer la conversion. Donc, il n'y aura plus de notion de trafic et de conversion, finalement. De gérer de l'acquisition, gérer de la conversion. C'est vraiment les agents IA qui vont gérer cet aspect-là. Je pense qu'il y en aura encore. Ils ont tout intérêt à garder ces aspects-là. Mais ils vont avoir intérêt à avoir des liens directs avec leurs clients historiques et des nouveaux clients. Donc, voilà, d'avoir leur propre canal TikTok, Instagram, d'avoir les différentes plateformes, d'avoir une chaîne YouTube, parce que ça va être le seul moyen d'entretenir le lien. Et donc, le job d'un e-commerçant, c'est développer le lien avec une audience potentielle, mais via des canaux sociaux, et derrière, développer des produits de qualité pour rester compétitif et se différencier sur leur marché. Et pour des produits qui sont à un peu plus forte valeur ajoutée, notamment avec des paniers moyens qui sont plus élevés que, je veux dire, des simples jouets, par exemple. Là, si on prend l'équivalent d'un bien immobilier, là c'est plus du e-commerce, mais même de l'automobile, il y en a qui sont mis à faire un peu de e-commerce dans l'automobile. Qu'en est-il de ces objets qui sont plus importants en termes d'achat, de prix finalement? Je pense qu'il y aura des stratégies, il y aura des décisions à mettre en place qui peuvent être osées. Si on prend l'exemple du luxe, Hermès, qui sont sur aucune place de marché. Parce qu'ils veulent prendre en compte toute l'expérience client. Et donc là, ils vont avoir un lien direct. Et parce que Hermès, c'est des produits de qualité, tu veux l'expérience. Et eux, ils veulent être en maîtrise de tout ce parcours utilisateur. Donc là, c'est un choix fort. Donc pareil sur de l'automobile. On peut se dire, non, moi, ce que je veux, c'est fournir une expérience complète, quitte à perdre des ventes. Mais du coup, la question que tu vas avoir, c'est quel arbitrage? Si demain, t'es pas présent sur TikTok Shop, ni sur ChatGPT, en fait, ça se trouve, tu rates 50% de ton chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu as un produit de masse ou est-ce que tu as un positionnement où tu as tellement confiance dans ton produit, tu dis, non, moi, je veux que les gens ils viennent vers moi parce que je veux créer un besoin, une vraie expérience, et je veux être en maîtrise de cette expérience-là. Mais ce qui est le même questionnement aujourd'hui que sur des plateformes comme Amazon. Il y a des acteurs qui veulent pas vendre sur Amazon et d'autres qui, parce que c'est leur stratégie de marque d'être en maîtrise dessus. La seule chose qui change, c'est le caractère exponentiel. C'est que on était sur des courbes linéaires pour Amazon, même si elles étaient extrêmement fortes, mais sur ChatGPT et TikTok, c'est pas juste 2 fois plus de ventes. C'est que le caractère viral que tu as sur les vidéos et sur la disposition est une puissance vraiment plus forte. Donc en fait, je pense que le choix stratégique va vraiment se poser pour les e-commerçants, de se dire waouh, mais en fait, ça se trouve, c'est une opportunité de fou sur le plan financier que je rate. Ouais. Et sur l'image de marque aussi, parce qu'il y a un moment donné, quand il y a 2 produits qui sont assez similaires, nous on a tendance à aller vers une marque plutôt qu'une autre, et là dans ce cas-là aujourd'hui on va plus pouvoir s'apparenter à une marque finalement, et il va pas plus y avoir de différence finalement entre un produit et un autre. Donc il faut que la marque puisse se différencier de ses confrères. Donc là aujourd'hui, comment est-ce que avec ce modèle-là, comment est-ce que l'agent conversationnel va diriger la personne vers une marque ou plutôt qu'une autre? Moi, je pense que la marque aura encore un fort intérêt. On parlait d'indice de réparabilité ou de durée de vie des vêtements. Et donc ça va avoir une très forte importance dans l'économie actuelle, parce que déjà les consommateurs recherchent ça. Et puis, tu te dis, je vais acheter un vêtement. Si au bout de 6 mois ou au bout de 5 ans, je pourrais le revendre sur Vinted. Donc en fait, je vais pas perdre d'argent si j'achète un produit moins cher. Si j'achète sur Temu, AliExpress, Shein, tu vas avoir difficulté à le revendre et pas la même valeur. Donc là, pour moi, la marque va être un gage de qualité, ce qui est déjà le cas, et il va te permettre de tendre vers une nouvelle économie. Et donc l'utilisateur va être récompensé. Encore une fois, si tu achètes du high-tech et que tu as un indice de réparabilité qui permet à l'objet de durer 30 ans
parce que tu peux changer les composants, et tu sais que tu vas pouvoir le revendre, tu sais que il va créer plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'hier, tu vendais un produit une fois. Et après, il était capoute et tu le jetais. Le produit de demain, tu as un seul produit, tu vas le vendre 4-5 fois. Donc la création de valeur juste sur un produit, et juste parce que les marques auront ajouté du service, la capacité de réparabilité, du service client. Donc ça, je crois beaucoup à ça, d'avoir des marques beaucoup plus éthiques. Et en plus, ça permet de marger sur un accompagnement et de garder le lien en direct avec ses clients. Entendu, écoute, moi ce que je te propose maintenant, c'est qu'on puisse parler de relations clients pour les e-commerçants. J'aimerais bien aussi qu'on puisse avoir ta vision sur ce sujet-là, comment la relation client va évoluer pour les e-commerçants. Ouais, c'est un vrai sujet parce que sur les précédentes années, la relation client, c'était vraiment le sujet de personnalisation. Exactement. Et donc là, maintenant, il y a le sujet d'automatisation, la capacité avec l'IA d'avoir une très forte compréhension des produits, de la FAQ, d'engranger des connaissances, d'avoir ce côté un peu d'IA générative qui s'enrichit avec des bases de données déjà des marques et des e-commerçants, et donc après de répondre tout simplement aux préoccupations. Donc là on se rend compte que service client va avoir une valeur ajoutée, mais pour autant qui va laisser encore de la place à l'humain, parce que les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Moi, j'ai une expérience où j'avais acheté du matériel vidéo pour mon entreprise, et j'avais commandé sur un site, et j'avais reçu un appel quelques minutes après du site e-commerce qui voulait s'assurer que j'avais choisi le bon produit, que ça correspondait bien à mon besoin. Et vraiment, j'avais trouvé ça vraiment fou. Donc ça, fidélisation au top là. Ouais, génial. Et donc j'ai plusieurs exemples comme ça, pareil sur d'autres matériels un peu plus audio, une autre marque. Au final, j'avais acheté le produit. Il y avait une réduction qui était apparue une semaine après. Donc toi, tu reçois le produit, tu te dis ça les boules. T'as les boules parce que t'as payé plus cher. Donc là, tu contactes le support, et là, ils sont fair play, et ils te remboursent la différence, tu vois. Je leur dis soit je vous renvoie le produit. Cool. Donc voilà, il y a quand même de l'expérience qui reste positive. Donc tout ce qui est automatisation, ça va permettre de traiter du flux, gagner en réactivité, génial. Mais je pense que la différenciation peut continuer de se faire par de l'humain. Et ça, il y a beaucoup de e-commerçants qui le pratiquent. Tu vois sur beaucoup de sites. Alors, c'est peut-être plus des sites B2B où tu as un numéro de téléphone. Donc tu peux appeler par rapport à ça, et donc cet aspect de confiance, de transparence, il est essentiel. Je pense que la vidéo peut aider à créer ce lien direct, et donc pour moi c'est Internet, c'est juste un canal pour communiquer avec son audience. Donc au même titre qu'avant c'était le téléphone, et maintenant il faut donner cette transparence directement sur le site. Il faut donner des outils qui permettent de répondre rapidement aux gens, mais sans couper l'humain. Et je pense que ça, c'est ma conviction peut-être plus personnelle, mais aujourd'hui, il y a un très fort développement autour des agents conversationnels, de l'IA, mais à un moment, on va avoir un retour en arrière à du lien. On va se dire, non mais l'IA, j'en ai tellement tous les jours, alors c'est très pratique, mais à un moment donné, t'as envie d'échanger avec un utilisateur. T'as envie d'avoir des témoignages clients. T'as envie d'avoir un conseiller, un passionné dessus. Du produit. Du produit. Donc c'est comme quand tu vas en boutique, parfois t'as besoin de consulter sur ton smartphone les infos. Mais après, quand tu te balades à la Fnac, tu veux un passionné qui te guide sur les rayons de métal ou de jeux vidéo, et dit moi je vais jouer à ça, ça devrait te plaire, tu vois. Donc il y a le côté partage, il y a le côté humain et accompagnement. Donc ça, je pense, ça va rester essentiel, d'autant plus sur des produits peut-être un peu plus complexes, sur de l'high-tech, sur de l'automobile. Là, la valeur conseil et service client va être un peu plus importante encore. Plus importante, et pour moi, c'est un axe de différenciation dans une économie qui va être extrêmement automatisée. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des marques qui disent nous, on est une marque, on rejette tout l'IA.
Mmh. Nous, c'est 100% sans IA. Ouais. Tu vois, c'est mais carrément. c'est extrêmement novateur. C'est un positionnement, en fait. Exactement. Mais ouais, je suis d'accord. Et ça dépend des marques, ça dépend des produits. Mais c'est vrai que l'évolution, en tout cas, de la relation client, elle a été. Moi, je me souviens des premiers chats qui étaient mis en place avec des systèmes de chatbot, etc. Ça, c'était assez déceptif finalement. Après, il y a eu le contre-pied finalement de l'humain. Il y a eu une tendance vraiment. Bon, on arrête maintenant les FAQ ou alors les chats conversationnels, mais plus orientés, tu vois, comme un arbre décisionnel par exemple. Ça, c'était souvent déceptif. On est revenu un peu sur de l'humain, et là, c'est vrai que l'IA quand même, elle va assez loin, je trouve, dans la relation client, et elle peut faire beaucoup de choses, mais elle a encore vraiment ses limites, et notamment au niveau du passage de l'émotion, essayer de faire passer à l'acte le consommateur, et ça effectivement je pense que l'humain peut encore avoir sa valeur ajoutée sur ce sujet-là. Ouais, et puis il y a un côté, je sais pas comment décrire ça, mais il y a un côté un peu artistique ou artisanal que les gens ils aiment bien. T'avais le gros débat là sur les générations d'images autour du studio Ghibli, où Miyazaki, le dessinateur, il a dit c'est une insulte à la vie, quoi. Et il y a quelque chose qui est assez philosophique derrière ça, de se dire ok, les gens ils veulent un truc qui est fait main, qui est artisanal. Si demain tu veux acheter du Made in France, tu veux savoir que c'est fait en France par des Français, par des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage, et du coup ton objet il a de l'âme. Alors, est-ce que tu es dans un rapport qui est seulement consumériste, tu veux un objet qui est utile, ou est-ce que tu veux acheter un objet qui a du sens? Donc voilà, je pense que ça dépend de la cible, ça dépend du secteur. Mais vu qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère de la surconsommation, je pense qu'on va passer ce cap un moment et on va dire, ok, comment on fait des objets avec du sens, avec un impact raisonné, et du coup, il y aura une certaine logique. Et ceux qui vont jouer ce jeu-là vont proposer de la réparabilité, de la seconde main, de l'accompagnement. Et encore une fois, je pense que tu as une entreprise, tu vends du textile, tu as tout intérêt à proposer de la seconde main, parce que bien sûr, tu génères de la valeur complémentaire qui est juste de la marge. Ouais, donc ça, une fois que culturellement ça sera rentré, donc pareil sur les autres sujets. Mais encore une fois, il faut que l'ensemble des filières fasse cette transition-là. Et donc le service client n'échappe pas. Je pense que ce lien humain, même si c'est coûteux, les gens vont continuer de l'apprécier. Ouais, bien sûr. On pense souvent à l'alliance des deux aussi. Donc ça, je pense que c'est un élément assez fort. Ça dépend donc pour quel produit. Ça peut commencer par une IA et terminer par un humain. Il y a aussi le volet vidéo, où là on le pense un peu moins, mais l'IA peut intervenir aussi dans la vidéo. Est-ce que toi tu as une vision sur ce sujet-là? Peut-être que demain on va regarder du live shopping, ça va être une IA finalement qui va te parler en tant qu'avatar et qui va te vendre le produit. Ça peut être aussi un élément, quoi. Exactement. La relation client. Exactement. Il y a déjà des exemples en Chine où avec le deepfake, il y avait certains créateurs de contenu qui mettaient en place limite des clones pour faire du live shopping non-stop sur TikTok en présentant des produits, quoi. Donc là on est sur une autre facette. Très bien, donc c'est des sujets qui sont super intéressants. Ce que je te propose, c'est qu'on arrive presque à la fin du podcast. Donc si tu peux nous parler un peu plus de E-Commerce Nation et comment est l'évolution de ce que vous faites aujourd'hui à Caen. Oui, écoute, E-Commerce Nation, ça a 10 ans. Ouais. Donc voilà, vous avez soufflé vos bougies? Pas encore, faut qu'on le fasse. Très prochainement. Donc voilà, c'est un projet qui a énormément évolué, notamment avec le e-commerce, avec tous les sujets qu'on a évoqués. Nous, historiquement, on fournit des ressources gratuites et accessibles à l'ensemble de l'écosystème. Oui. Mais on n'avait jamais traité l'actualité. Donc là, avec notre refonte récente en début d'année, une refonte graphique, on a fait évoluer aussi notre positionnement. Et notre volonté, c'est d'être un média d'intelligence e-commerce. Donc l'idée, c'est d'apporter de la donnée, des études, de l'analyse d'actualité.
Donc sur notre chaîne YouTube, notamment, il y a le journal du e-commerce. On fait toutes les semaines, on décrypte une actualité du e-commerce ou du retail. On parle des sujets qu'on a évoqués, des tendances, de l'IA, de ChatGPT, de TikTok Shop. Donc voilà, j'invite l'ensemble des auditeurs à découvrir l'ensemble de ces éléments-là. Et donc c'est de continuer dans cette voie, continuer à proposer plus d'actualités, des ressources, des études qui permettent d'éclairer les e-commerçants sur les choix à prendre pour le développement de leur business et de faire grandir notre média beaucoup plus sur la partie multimédia. Donc avec beaucoup de vidéos, d'audio. Donc ça, on va continuer et notamment sur les plus gros événements e-commerce. On sera bien sûr présent à la NRF, à Tech for Retail, au One-to-One Retail et e-commerce à Monaco. Voilà, donc des très gros événements. Continuer d'accompagner nos partenaires historiques. Donc voilà, je remercie l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent depuis certains 7-8 ans. Donc voilà, c'est une belle histoire, donc continuer à développer tout ça. Mais en tant que média, on s'est beaucoup questionné sur comment intégrer l'intelligence artificielle. Et donc voilà, nous on pense que notre enjeu c'est d'animer la communauté, c'est de partager le savoir. Et donc ça, il faut le digérer. Bien sûr. Donc c'est notre équipe on utilise l'IA pour agréger l'information et après on l'articule en prenant le temps avec l'ensemble de l'équipe de refaire des vidéos et des analyses dessus. Ok. Merci à toi pour ces informations. Donc là, on arrive à la fin du podcast. C'était très intéressant ce que tu as pu nous dire sur le e-commerce et sur les nouvelles tendances. Je pense que ça a pu intéresser nos auditeurs, donc c'est top. En tout cas, je te remets ce petit sticker de Roadcast Studio. Tu peux le coller partout, même sur ta voiture si tu en as envie ou sur ton PC. Donc encore une fois, merci à toi. Et puis pour ceux qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Donc abonnez-vous ou alors sur notre newsletter. On va vous envoyer cet épisode, les prochains, et n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Merci et bonne journée à tous.